Nous sommes près des monts de l'Oural, en Sibérie occidentale, par une glaciale journée d'hiver. En ce milieu du 19e siècle, dans cette immense région, la glace immaculée s'étend à perte de vue. Les forêts de bouleaux et de sapins, recouvertes de neige, bordent les chemins sinueux des petits villages environnants. Le vent polaire souffle de manière ininterrompue sur la steppe, balayant presque toute trace de vie sur son passage. C'est ici, au cœur de cette Russie sibérienne austère et impitoyable, que grandit un certain Grigori Raspoutine, issu d'une famille de paysans. En cette journée glaciale de janvier, Grigori et son frère aîné, Andrei, décident de s'aventurer jusqu'au lac gelé près de leur village. Le froid mordant semble ne pas les atteindre, leur excitation et leur énergie les poussant à braver les éléments. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de distractions pour de jeunes garçons dans cette région quasi exclusivement rurale. Les deux jeunes garçons, enveloppés dans des vêtements de laine épais et des bottes de feutre, jouent sur la surface glacée du lac, leur rire résonnant à travers la forêt silencieuse. Le ciel est d'un bleu pâle et le soleil bas projette des ombres longues et mystérieuses sur la neige. Alors que les deux frères déambulent sur la glace, cette dernière craque soudainement sous leurs pieds avec un fracas terrifiant. Les garçons sont précipités dans l'eau glaciale en un instant. Le choc est brutal et l'eau gelée envahit leur corps, coupant leur souffle. Grigori et Andrei se débattent, leurs cris se perdant dans l'immensité blanche. Grigori, pris de panique, lutte pour garder la tête hors de l'eau. Ses bras battent frénétiquement, cherchant une prise sur la glace brisée. Il sent ses forces diminuer à chaque seconde qui passe. Ses yeux, écarquillés par la peur, cherchent son frère. Andrei, à quelques mètres de lui, se débat également, son visage déformé par la terreur. Le temps semble suspendu. Grigori aperçoit une branche à portée de main. Avec un dernier effort désespéré, il parvient à l'agripper et se hisse hors de l'eau, haletant et grelottant. Le froid mordant le transperce, mais il se tourne immédiatement vers son frère. Par un coup de chance, Andrei parvient à attraper la main tendue de Grigori et ensemble, ils se hissent hors de l'eau. Les deux garçons, trempés et frigorifiés, parviennent à rentrer chez eux, où leurs parents les entourent immédiatement de couvertures et tentent de les réchauffer. Malgré les soins apportés, la chute dans les eaux glaciales laisse des séquelles sur les deux jeunes frères. Les jours suivants, Grigori et Andrei contractent une pneumonie. Malgré des conditions climatiques désastreuses, Grigori commence à montrer des signes de rétablissement après quelques semaines. Cependant, pour Andrei, la maladie s'aggrave. Son état de santé se détériore rapidement, et malgré les efforts désespérés de sa famille pour le soigner, il finit par succomber à la pneumonie. Le jeune Grigori est dévasté par la perte de son frère. Ce drame bouleverse profondément la vie de Grigori Raspoutine. La mort tragique d'Andrei hante ses pensées. Plus tard, alors qu'il est adolescent, Raspoutine a une vision. Un cœur d'ange apparaît devant lui. Cet événement le marque à vie et annonce le début de son destin religieux. Dans son village, les habitants lui confèrent tour à tour le rôle de voyant ou d'idiot. Une ambiguïté qui va marquer son destin et le mener à devenir l'un des personnages les plus controversés du XXe siècle. Bonjour, je suis Florian. Bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le premier que nous consacrons à Raspoutine, un personnage occulte et controversé, tour à tour prophète, guérisseur et même conseiller intime du tsar Nicolas II de Russie. Aujourd'hui, je vous parlerai de sa révélation religieuse et de son parcours en tant qu'homme de foi qui le mène de la Grèce jusqu'à la cour impériale du tsar de Russie. Grigori Raspoutine naît en janvier 1869, dans un petit village reculé de Sibérie, non loin du Kazakhstan,
où vivent majoritairement des paysans, des cosaques et quelques familles de marchands. Les parents de Grigori sont paysans, ou comme on les appelle en Russie, des moudjiks. Mais pas n'importe lesquels. En effet, ils sont éleveurs de chevaux et propriétaires terriens, ce qui fait d'eux des paysans relativement aisés. Mais malgré cette relative aisance financière, le jeune Grigori n'a reçu qu'une éducation rudimentaire. Il est en grande partie analphabète et n'a jamais fréquenté l'école régulièrement. La religion joue un rôle central dans la vie quotidienne de son village. À l'adolescence, Raspoutine commence à manifester un intérêt marqué par la vie religieuse et mystique, sans pour autant entreprendre d'études en ce sens. Alors que Raspoutine atteint l'âge adulte, il effectue plusieurs pèlerinages vers des monastères et des lieux saints en Russie et termine son périple jusqu'au mont Athos, un important centre monastique en Grèce, réputé pour sa vie ascétique et ses monastères. Pendant 3 ans, il mène une existence d'ermite que l'on appelle starets, vivant de la charité et offrant ses prédications contre quelques pièces. Il fréquente les monastères et s'astreint des exercices d'ascèse, comme le jeûne ou encore l'isolement, pour se purifier et se rapprocher de Dieu. Mais Grigori Raspoutine n'est pas pleinement satisfait dans sa quête personnelle et spirituelle. Il finit donc par rentrer en Russie. Il s'arrête dans plusieurs lieux saints, rencontrant des flagellants ou klistes, une secte sadomasochiste aux mœurs singulières. Pour faire simple, les cérémonies de ce groupe religieux se transforment rapidement en orgies pour faire apparaître, selon les fidèles, l'Esprit Saint. Il n'en faut pas plus pour qu'à l'époque, les rumeurs de débauche concernant Raspoutine émergent. Selon certains hommes d'église, Raspoutine, qui regroupe de plus en plus de fidèles autour de lui, surtout des femmes, est accusé d'organiser ses orgies au sein même des églises de son village et des villages environnants. Même s'il n'est pas exclu qu'il ait pratiqué des actes de dévotion en compagnie de femmes, il n'existe pas de preuves le reliant à ces pratiques, qui restent très minoritaires parmi tous les cultes suivis par les habitants de cette région reculée. De retour dans son village natal, Raspoutine se déclare homme de Dieu. Entre 1896 et 1900, il mène une vie familiale normale avec sa femme, qui lui donne 3 enfants. Très vite, il se fait connaître au-delà de son village natal grâce à ses prétendus dons de guérisseur et ses dons de vision. Les récits de ses guérisons miraculeuses et de ses prophéties se répandent comme une traînée de poudre, attirant à lui une foule de fidèles et de curieux. Même s'il y a peu de sources sur les premières années de la vie de Raspoutine, il y a un élément qui revient très souvent dans le récit des gens qui ont croisé sa route. Raspoutine a quelque chose de magnétique. Il réussit habilement à influencer, voire à manipuler celles et ceux qui l'écoutent. Et ça, Raspoutine va en jouer, et même en abuser. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. En 1903, sa renommée atteint même Pétrograd, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, la plus importante ville de l'Empire à l'époque. Il attire l'attention d'un homme très important dans la religion orthodoxe, l'évêque Théophane. L'évêque Théophane, qui est aussi un inspecteur de l'académie religieuse de la ville, rencontre Raspoutine lors d'un de leurs pèlerinages. L'évêque est subjugué par le jeune Raspoutine et est impressionné par sa personnalité charismatique et ses récits de guérison. Il voit en lui un retour à une religion plus pure, là où l'Empire russe est souvent critiqué pour une pratique de la religion considérée comme corrompue. L'évêque déclare même « En Sibérie est apparu un prophète, un homme de clairvoyance divine, un ascète, un faiseur de miracles nommé Grigori. » Grâce aux recommandations de Théophane,
Raspoutine est rapidement invité à des salons aristocratiques et des réunions privées où il rencontre des membres de la haute société à Petrograd. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'auprès de l'aristocratie russe, Raspoutine ne passe pas inaperçu. Déjà, l'homme a un physique saisissant et atypique. Il est grand et ses yeux lui confèrent une aura quasi hypnotique. Il porte également une barbe et les cheveux longs, lui donnant une apparence mystique. Mais cela ne l'empêche pas de faire une autre rencontre décisive en 1905, celle de la princesse Milica de Monténégro. La princesse Milica n'est autre que la fille du roi Nicolas Ier de Monténégro et l'épouse du grand-duc Pierre Nikolaïevitch de Russie, ce qui fait d'elle un membre de la famille impériale. Fascinée par le mysticisme et l'occultisme, comme beaucoup d'aristocrates à l'époque, elle joue un rôle central dans l'introduction de Raspoutine auprès de la cour impériale. En effet, ce drôle de moine autoproclamé pique la curiosité de la princesse Milica, qui organise, sur les recommandations de Théophane, une rencontre avec sa sœur, Anastasia, pour voir de plus près ce Raspoutine dont tout le monde parle à Petrograd. C'est ainsi que les trois protagonistes se retrouvent un soir d'avril dans un salon doré du palais d'hiver, la résidence impériale, où les chandelles vacillent sous le souffle d'un vent encore hivernal malgré l'arrivée du printemps. La princesse Milica, vêtue d'une toilette de soie pourpre, observe l'homme en haillons devant elle. Raspoutine, le regard perçant, esquisse quant à lui un sourire mystérieux. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'homme détonne par rapport au faste de la cour. Mais qu'importe. Raspoutine, loin d'être impressionné par les jeunes femmes, commence à raconter avec moult détails ses pèlerinages et surtout ses prétendus pouvoirs de guérison qui ont fait sa renommée en Sibérie et bientôt dans toute la Russie. Les deux sœurs boivent ces paroles et sont impressionnées par le parcours de ce starets venu des steppes. Les réserves qui ont pu émerger au début de leur entretien ont complètement disparu et ont laissé place à un véritable enthousiasme. À la fin de leur échange, les deux sœurs souhaitent discuter en privé. Raspoutine est donc raccompagné à l'entrée du salon et patiente sur l'un des précieux fauteuils qui bordent les couloirs de cette demeure emblématique de la Russie impériale. La princesse Milica et sa sœur partagent leur impression à chaud. Certes, l'homme semble peu maniéré, voire rustre, mais il est soutenu par les membres les plus éminents de l'Église orthodoxe et surtout, il représente un espoir inouï pour la famille impériale. Les deux sœurs sont unanimes. Raspoutine doit rencontrer le tsar Nicolas II et son épouse Alexandra Féodorovna. Son intervention pourrait être cruciale pour leur fils Alexis et pour le futur de l'Empire. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Marilou Economou et réalisé par Mathieu Roch. Dans le prochain épisode, je vous raconterai la suite de cette histoire, en évoquant les débuts de Raspoutine à la cour et son influence grandissante auprès de la famille impériale, jusqu'à faire naître les rumeurs les plus incroyables dans toute la Russie. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et étoiles sur vos applis de podcast préférés.